Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour ce nouveau numéro de notre grande émission 100% vidéo Découverte Jardin. Nous sommes pratiquement à la fin de l'automne, l'hiver est déjà avec les premiers frimas, mais je vous propose de vous détendre pendant quasiment une heure avec nous. Tous nos reportages sont là, vous aurez les chroniqueurs que vous aimez bien et que vous connaissez. Alors restons ensemble, on va passer un moment absolument délicieux de jardinage, de jardin, de botanique et de plantes. Alors, on y va. Sur la grille qui se trouve derrière moi est inscrit l'un des noms les plus célèbres de la pépinière française, à savoir Desmartis, qui a donné naissance non seulement à de très grandes pépinières, mais également toute une collection de Lagerstroemia. Nous sommes à Bergerac et je vous propose d'aller visiter cette magnifique pépinière, mais également quelques idées de l'histoire de cette famille. Ça sera notre rubrique Plantes vedettes. Nous sommes à Bergerac, au jardin Jean Jaurès, qui anciennement, au milieu du 19e siècle, était le jardin des pépinières Perdoux. Alors l'histoire dit que c'est ici qu'a commencé la fabuleuse aventure des Lagerstroemia de la pépinière Desmartis. En réalité, il va falloir remonter beaucoup plus loin. Et pour ça, je vous propose de rencontrer tout de suite Philippe. C'est un expert en la matière et il va tout nous raconter. Nous sommes en plein cœur de la ville de Bergerac, la deuxième ville de la Dordogne. Et c'est pas tout à fait ici qu'a commencé la grande histoire de Desmartis, parce qu'il faut remonter pratiquement un siècle plus tôt. Et à côté de moi, j'ai Philippe, qui est au service commercial des pépinières Desmartis, mais c'est aussi un historien de cette grande entreprise. Comment ça a commencé? Ça a commencé fin du 18e avec Jean Desmartis. C'était avant la Révolution et Jean Desmartis était capitaine de navire qui aurait ramené des Lagerstroemia d'Angleterre certainement, puisque certains éléments de Lagerstroemia étaient arrivés à Kew Garden, dans un jardin prestigieux de la reine d'Angleterre. C'est vrai qu'on connaissait les Lagerstroemia à peu près depuis le milieu du XVIIIe siècle. Alors, M. Desmartis n'était pas pépiniériste. Pas du tout. Alors, en revanche, on est ici dans un jardin qui appartenait à une pépinière célèbre. Oui, pépinière Perdoux. Et c'est là qu'est née vraiment l'histoire de Desmartis. Puisque Eugène Desmartis s'est marié avec une fille de Perdoux. Et c'est là que tout a commencé, la pépinière ornementale, puisque Perdoux, c'était une pépinière surtout fruitière et de rosiers. Et ce monsieur Desmartis est intéressé par le Lagerstroemia et il commence à le cultiver. C'est à partir du début du XXe, avec André Desmartis et Jeanne Desmartis, sont passionnés par cette plante-là, qu'ils trouvent très florifère, et ils commencent à promouvoir, à partir de 1919, après la guerre, cette plante merveilleuse qu'est le Lagerstroemia. Et tout d'un coup, ils se disent, tiens, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à sélectionner des variétés qui sont résistantes au gel, parce que c'est un caractère principal de cette culture qu'ils veulent développer un peu partout en France, et surtout dans le sud-ouest. Et enfin, ils sélectionnent aussi pour des floraisons très hâtives. C'est leur principal intérêt. Quelle est la première variété qu'ils ont obtenue? Le premier cultivar, c'est leur fils Jacques, qui a déposé une marque pour ce Lagerstroemia qui s'appelle Souvenir d'André Desmartis, son père. Il y a eu un Lagerstroemia aussi, Jeanne Desmartis, du nom de la mère. C'est des variétés que vous avez encore en pépinière? Tout à fait. Les variétés, c'est par définition des plantes que l'on améliore en permanence. Donc nous allons aller directement maintenant dans la pépinière, voir les nouvelles obtentions, et certaines sont particulièrement étonnantes. Maintenant, avec vous, on va voir le présent et peut-être même d'ailleurs le futur. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, les pépinières Desmartis, c'est à peu près 2 millions de conteneurs mis en culture chaque année. C'est un chiffre d'affaires qui a un peu plus de 11 millions d'euros, avec une équipe d'une centaine de personnes qui produisent à peu près tout ce qui pousse dans un jardin comme plantes ligneuses et semi-ligneuses, donc les arbustes et les arbres. Environ 65 hectares de culture hors sol, donc ça veut dire des plantes en pot. Et on a une centaine d'hectares de culture de pépinière pleine terre, c'est ce qu'on a derrière nous. On fait aussi des arbres d'alignement et des arbres conifères en pleine terre. On a une centaine d'hectares qui nous servent à faire des rotations de culture, donc des céréales, parce qu'on essaye de ne pas revenir avant 5 ans sur une parcelle de pépinière. Ici on a la variété Kimono, qui est un blanc pur, donc un blanc qui ne tâche pas à la pluie. Une variété avec un port plutôt érigé, un feuillage vert vernissé très brillant. C'est une variété qui va faire 3,50 m au bout de 10 ans, si on la taille régulièrement. Ici on a la variété Pécharmant, qui est une des variétés les plus précoces de la gamme et qui pour autant continue à fleurir jusqu'au mois de septembre, donc c'est vraiment une performance. Une variété plutôt trapue, assez naine, c'est une plante qui va faire au maximum 2,50 m au bout de 10 ans. Quasiment tous les Lagerstroemia peuvent être cultivés en bac.
Simplement, il va falloir faire une taille qui est beaucoup plus drastique les premières années, et en particulier sur des formes très érigées qui peuvent atteindre 5 ou 6 mètres de haut. Ici, on a la variété Grand Cru, un rouge ou un rose profond, vif, une variété qui est extrêmement vigoureuse, qui pousse beaucoup. Au moment de son lancement, on l'a appelé le lilas des vendanges, puisqu'il fleurit de la mi-août jusqu'à fin septembre, voire début octobre dans les régions clémentes. Le Lagerstroemia, c'est une fleur particulière, parce qu'on a l'impression que les étamines, c'est ce qui est jaune ici, qui tient le pollen. Et en fait, c'est un leurre. Les insectes vont venir manger le faux pollen qui est ici. Et le vrai pollen pollinisateur, il est dans des sacs polliniques qui sont juste au-dessus. Et le pistil, lui, il est encore au-dessus de tout ça. Quand l'insecte vient manger le faux pollen qui est ici, il se frotte le dos sur les étamines. Et quand il change de fleur, il va venir se frotter le dos sur le pistil de la fleur suivante. Et c'est comme ça qu'il pollinise la fleur. Ici, c'est Périgord pourpre. Celle-ci reste une des plus lumineuses que nous avons. Il a la particularité d'être très précoce et donc de pouvoir fleurir très tôt chez nous. Nous venons de vous montrer une sélection de variétés de Lagerstroemia que l'on pourrait considérer comme classiques. Mais devant nous, on a un ensemble de nouveautés. Ce sont des plantes extrêmement prometteuses. Patrick, on va commencer par les feuillages ici. C'est des sélections américaines de feuillage pourpre qui s'appellent Black Diamond aux États-Unis et qui s'appellent Black Solitaire en France. Ce sont des variétés avec un port très érigé, malheureusement qui sont un petit peu tardives, donc ils vont fleurir plutôt sur la fin de l'été dans nos contrées. En revanche, on a des feuillages qui sont extrêmement noirs et qui vont apporter une touche vraiment différente dans le jardin. On va considérer que c'est plutôt une plante graphique que réellement à Lagerstroemia. Voilà. Mais c'en est un quand même. Devant moi, le Lagerstroemia port étalé, rampant, pratiquement idéal, je pense, pour un petit jardin. C'est une gamme que les pépinières Desmartis ont développée dans les années 80 pour faire des suspensions de plantes retombantes. Et c'est une gamme qui n'a pas pris à ce moment-là. Les gens n'étaient pas dans cette mouvance-là. On a essayé de les greffer sur des mini-tiges pour faire des petits pleureurs. Et là encore, on a essuyé un revers avec ces variétés-là. Et aujourd'hui, on se dit qu'avec cette nouvelle loi Labbé qui interdit les traitements phytosanitaires et particulièrement les désherbants dans les jardins, et ben peut-être que ces couvre-sols-là peuvent avoir un avenir dans nos jardins sans herbicides. Ils vont faire 1 mètre carré, 2 mètres carrés en fonction de la taille qu'on fera et de l'espace qu'ils vont avoir pour se développer. Et puis surtout, c'est des plantes qui vont avoir des fleurs pendant tout l'été, ce qui manque un petit peu sur les couvre-sols aujourd'hui. Devant, ici, on a des plantes qui sont en apparence classique au niveau des couleurs, mais il y a de la nouveauté quand même. Ça, c'est une gamme qui a été développée par Globe Planter. Ça, ce sont des variétés qui sont extrêmement précoces, qui vont fleurir début juillet et là encore jusqu'au milieu de l'été. Une plante aussi qui est très intéressante, je pense, pour les petits jardins urbains ou même pour un grand balcon, parce qu'elle va rester très trapue, on peut la cultiver en bac. Oui, tout à fait. Devant nous, on a encore des choses très nouvelles, avec des couleurs qui étaient jusque-là pas présentes sur des feuillages aussi foncé que celui-ci. Alors là, on est encore sur de la sélection américaine. Ça, c'est beau. Hein. C'est une variété qui s'appelle Double Dynamite. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent Dynamite, qui était une variété qui était déjà très rouge, mais sur un feuillage beaucoup plus vert. Et là, Double Dynamite, donc est encore plus rouge et sur un feuillage très très foncé. Ça, ce sont des plantes qui vont faire 1,50 m, 2 mètres. Là encore, une culture en bac est possible. Celui-ci s'appelle Rhapsody in Blue parce qu'on a cette petite coloration bleue qui apparaît. Je rêverais d'un feuillage panaché, on n'a pas ça encore en magasin. Alors on n'a pas encore ça, mais on continue la recherche aux pépinières Desmartis, ce qui nous permet d'avoir de nouvelles variétés régulièrement. Et particulièrement, on a cette plante-ci, c'est la nouveauté, c'est une variété qui a des reflets bleus également, qui s'appellera Sweet Lavender à partir du printemps prochain. C'est une couleur qu'on n'avait pas sur un feuillage très vert qui va devenir flamboyant à l'automne et devenir très rouge-orange. Et ça, c'est une sélection Desmartis? C'est une sélection Desmartis. Vous voyez à quel point le Lagerstroemia peut vous donner satisfaction parce que c'est une plante que l'on peut cultiver sur le balcon, sur la terrasse, dans le jardin et qui fleurit, comme on disait au début de ce reportage, en fonction des variétés de juin à octobre. Qui dit mieux? Vous avez certainement entendu dire, ou peut-être même avez-vous lu, que seuls les Anglais étaient capables de réaliser ce que l'on appelle des mixed borders. Il est vrai que c'est un mot anglais qui signifie un mélange de plantes vivaces en bordure, en massif, en quelque sorte. Eh bien, je suis aujourd'hui au parc floral d'Apremont-sur-Allier, un endroit absolument délicieux dans lequel il y a des mixed borders à faire pâlir d'envie les jardiniers britanniques. Alors je vous propose de rencontrer tout de suite Tony. C'est le chef jardinier du lieu. Il va nous raconter comment il réalise ces mixed borders et peut-être vous donner quelques secrets de culture dans la rubrique Jardin à visiter. Tony, bonjour. Bonjour Patrick.
Donc vous êtes le chef jardinier ici au parc floral d'Apremont-sur-Allier et on va parler ensemble de cette magnifique mixed border que l'on a à côté de nous. D'habitude, ce sont plutôt les Anglais qui sont les rois de la mixed border. Ici, ça fait des années qu'elle est magnifique. C'est un peu la carte postale de ce jardin. Alors, vous allez nous raconter les petits secrets. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir une mixed border ? Déjà, il faut être attentif pendant la saison des vivaces, comment elles vont se comporter. S'il faut les refaire, les diviser pour pouvoir avoir des touffes qui soient magnifiques. Et regarder leur emplacement, où elles seront le mieux, où elles vont mieux fleurir. Une fois qu'on a bien regardé, bien identifié tout ça, on bêche un petit peu, on divise et on le replace là où il faut. Donc c'est un travail permanent et il faut savoir que, bien entendu, il faut que tout ce petit monde s'associe l'un avec l'autre. Ben oui, les vivaces sont des fois un petit peu plus costauds que d'autres et donc là, à ce moment-là, il faut faire la police. De façon qu'elles ne envahissent pas leur plante voisine. Donc à ce moment-là, il faut tailler pour arriver à garder leur place. Voilà, il faut les maîtriser, mais avant de les maîtriser, il faut savoir aussi qu'il est important de faire des tâches, des touffes assez importantes. On ne fait pas juste 3 petits plants de rien du tout. Tout à fait, il faut un bon volume de plantes pour qu'elles puissent vraiment être installées à l'endroit où on a voulu les mettre. Il faut que les couleurs puissent aller ensemble. On a l'impression que c'est immuable, que tout ça, ça dure depuis des années et en réalité, tous les ans, on remet sur l'ouvrage. Voilà, il y a à peu près 20% des plantes où on va diviser, rechanger et surtout dans ces mixed, on a quand même un petit pourcentage, il y a 10% de plantes, ce sont les annuelles et les bisannuelles. Quelques annuelles où on a vu, il y a du ricin, il y a des agératums. Histoire d'ajouter une petite touche de couleur plus permanente dans le jardin. Donc on voit ici avec le Stachys macantha, il y a au moins une douzaine de pieds, c'est une plantation récente. Oui, elle a été refaite à l'automne, il a fallu bêcher un petit peu, remettre du terreau et puis là on a planté ce pied, maintenant il faut que ça puisse s'étoffer. À côté on peut voir les hostas qui sont bien plus costauds et ainsi que les mérocales, donc là tout va bien. Là le problème c'est qu'il faut surveiller après le désherbage, c'est ça le souci quand il y a un petit peu de terre qui est un peu à découvert. En observant qu'on va savoir si on doit déplacer ou pas la plante. Évidemment, les petits devant et les grands derrière, c'est comme à l'école quand on fait la photo de famille. Alors, une chose quand même qui est tout à fait originale ici et qui est capitale, c'est le tutorage. On a des plantes qui se tiennent tout de même toutes seules. On va prendre l'Achillée qui ici a ses tuteurs. Il suffit qu'il y ait un coup d'eau et un coup de vent et ça y est, patatras, c'est tout par terre. Alors comme des vivaces ne fleurissent que 3 semaines par an, grosso modo, bon l'Achillée fleurit un petit peu plus longtemps et qu'au bout de 2 jours on les voit par terre, ça fait quand même mal. Donc on soigne beaucoup le tutorage pour qu'on puisse profiter de la floraison au maximum. Là ici on a mis des tuteurs, on a 3 tailles différentes pour toutes nos plantes et puis on a mis un petit morceau de ficelle et on laisse les plantes pousser dedans. Et ça, c'est des tuteurs de fabrication maison, mais il existe aussi des tuteurs ronds que l'on peut mettre au départ de la végétation. Vous, votre avantage, c'est que vous pouvez les retirer ou les déplacer en permanence dans la saison. Voilà. Pour que les tuteurs ne puissent pas bouger, vous leur avez ajouté une petite chose. Une petite pâte métallique qu'on a rajoutée sur le pied. Tony, on voit bien ici l'exemple même de ce qu'est une mixed border réussie. Donc on parlait de touffes, au minimum, combien de surface pour avoir quelque chose de bien par plante? Bah, il faut un petit mètre carré, je dirais. On le voit comme l'Achillée, le géranium vivace. On voit ici pas mal de plantes qui sont très intéressantes. On a des éringiums, des géraniums vivaces. D'habitude, on dit une mixed border, ça doit être adossé. Et là, vous ne l'adossez pas, vous laissez le regard partir là sur la pelouse et je trouve ça très intéressant. Derrière, ici, on a une sorte de petit arbre, ça pourrait être même un grand arbuste, c'est tout simplement un marronnier. Oui, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est Aesculus parviflora. Il faut quelques années pour que ça s'installe, mais ensuite, pas de souci particulier pour cette plante-là. Tony, je vois une plante devant moi qui, dans notre jardin, est vraiment l'ennemi mortel, c'est le Carex pendula, et vous le plantez carrément en bordure d'allée. Oui, c'est une plante qu'on a introduite là, il y a 3-4 ans, donc pour la surveiller un petit peu, je l'ai mis là. Mon conseil, ça serait surtout ne la laissez pas faire ses épis, même si c'est très gracieux. D'ailleurs, elle s'appelle Carex pendula pour cela, on voit bien l'épi qui redescend, mais après vous en avez partout, 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 et même partout, pendant des années. Tony, à côté de nous, une plante quand même assez étonnante, parce que toutes ces tiges-là, elles ont poussé depuis le début de la saison et elles n'ont pas fini. Ah oui, là, elles ont commencé au printemps parce qu'il n'y avait rien. Elles vont prendre encore 1 mètre parce qu'elle est donnée pour 3 mètres. Cette plante s'appelle Macleaia cordata. On l'appelle aussi parfois Boconia. C'est une vivace qui vient de Chine et qui appartient à la famille des Papaveracées.
On n'y croirait pas, mais c'est tout simplement un cousin du coquelicot ou du pavot. Alors plante quand même géante et un peu envahissante. Oui, il faut la contenir un petit peu parce que ses racines arrivent à s'écarter dans les autres vivaces. Qu'est-ce que vous faites? Vous coupez la souche? Voilà, avec la bêche à l'automne, on fait le tri et on coupe. Ouais. Donc on la limite en permanence. Alors vous voyez, elle est légèrement ombragée par le catalpa qui est au-dessus de nous et ça pousse plutôt bien à couvert. Oui, mi-ombre, c'est pas mal. Et autre chose encore extrêmement intéressante, derrière moi on a Perovskia atriplicifolia, c'est la sauge d'Afghanistan. Très beau feuillage, vraiment argenté. On l'a pincé. Donc on a coupé la tige principale. Voilà, tout simplement dans le but de retarder la floraison. Voici encore un exemple magnifique de ce qui est une harmonie de vivaces bien réussie. Tony, alors qu'est-ce que l'on a devant nous? Alors ici on a le Thalictrum. Il est très très intéressant par le contraste entre le feuillage glauque et sa couleur. Ouais. Les fleurs qui sont toutes jaunes. Vous avez dit, vous les avez aussi ratiboisés ceux-là? Alors on les a pincés aussi, oui. Normalement le Thalictrum vient plus haut, presque aussi haut que moi, quasiment. Et puis là, à ce moment-là, à cette hauteur-là, il tombe à chaque fois. Un petit coup d'eau et ça tombe. Donc pour éviter de tutorer, parce que le tutorage d'une plante très haute comme celle-ci est un peu compliqué, elle se couche toute sur le tuteur et c'est pas très agréable à voir. Donc pour avoir quelque chose un petit peu d'uniforme comme ça, le mieux c'était de la pincer. Devant nous, on a une magnifique touffe d'Alstromer. Alors ça, ce sont des plantes qui sont un peu délicates. Oui, il faut déjà qu'elles passent l'hiver. Ils ont un bulbe qu'il faut protéger. La paille est le meilleur isolant, qui laisse passer l'air et tout. Et surtout, ne rien mettre dessus, pas mettre de film plastique ou quoi. Alors, les mulots seraient heureux après. Une fois qu'elles ont passé 1 ou 2 hivers, elles sont relativement costauds et celle-ci, elle a environ 4-5 ans. Il n'y a pas que les fleurs dans la vie. Il faut associer aussi avec les feuillages. Et là, on a des contrastes de volume, on a des contrastes de matière qui sont intéressants. Ça, c'est un miscanthus. Un Miscanthus gracimilus, oui. C'est une graminée et ça, il faut de la lumière et de l'eau. En arrière-plan, on a des lupins qui sont d'une très 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 belle variété. Alors c'est des plantes qui poussent plutôt en sol acide. Oui, un apport des fois de terre de bruyère est pas mal à mélanger avec une terre légère. Il y a aussi un autre problème souvent avec le lupin, c'est que les limaces, au début de la saison, elles aiment bien les boulotter. Ouais, là, il faut surveiller dès le départ. Et juste devant les lupins qui ne sont pas encore fleuris, et là qui montrent aussi tout le travail important du jardinier. On a des agapantes, mais là on a beaucoup de feuillage, ça veut dire qu'il va falloir passer derrière. Ben oui, parce que là on aperçoit seulement un bouton ou deux pour une touffe qui est bien grande, et je pense que là elle s'étouffe d'elle-même et qu'il va falloir régénérer tout ça. Donc à l'automne, il va falloir les arracher, les diviser et refaire le sol pour qu'elle puisse refleurir. Une plante vivace, c'est quoi? Tous les 3 à 5 ans, il faut la diviser. Oh, grosso modo, oui. 5 ans, c'est une bonne moyenne. Tony, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir un peu toutes ces merveilles et nous avoir surtout donné ces bons conseils. Alors bien entendu, le parc floral d'Apremont sur Allier est ouvert au public. Alors à quelle période? Alors il est ouvert du 1er avril au 30 septembre. Et si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, eh bien, le site internet s'affiche maintenant. Et n'oubliez pas, venez dans le centre de la France, nous sommes dans le Cher, Apremont-sur-Allier. Et oui, c'est dans le Cher et c'est une très 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 bonne adresse. De la mi-avril à la mi-octobre, c'est la pleine période de tonte du gazon. D'ailleurs, vous entendez en ce moment les voisins qui sont en pleine activité. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'ont plus cette idée de beau tapis vert bien régulier qui, pour moi, est une véritable pelouse, mais tant pis. Aujourd'hui, je suis dans un jardin privé, celui de Georges et Chantal, et il y a un petit coin de cette pelouse qui, au lieu d'être très homogène comme ici, a été enherbé naturellement, mais avec une plante qui vraiment tranche et n'est pas agréable. Alors je vous propose tout simplement, en compagnie de Georges, d'effectuer une reprise du gazon. Donc on va refaire un petit bout et vous allez voir toutes les étapes, une par une. C'est pratique et c'est facile. Georges, bonjour. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir dans ton petit jardin bien soigné, bien mignon. Alors, tu as quelques problèmes là avec ta pelouse. Oui, j'ai des mauvaises repousses, une mauvaise herbe qui n'est pas du tout dans le même type du reste de la pelouse. Donc je pensais la refaire dans cette zone-là. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que là, tu as du régras sauvage et au niveau du gazon, on l'utilise de façon extrêmement
améliorer. Ça fait des années que des spécialistes travaillent sur l'amélioration, la finesse de ce gazon. Donc on va utiliser des graines de gazon dans lesquelles il n'y a pas que du raiegras, et on va aussi avoir de la fétuque rouge qui est encore plus fine mais qui s'implante moins rapidement. Georges va utiliser un louchet pour découper notre bande d'herbe que l'on veut éliminer. On a ce qu'on appelle tout simplement un tranche-bordure. La lame en demi-cercle, comme ça s'enfonce très facilement dans le sol. Oui, une meilleure pénétration. Et on fait toujours ce mouvement comme cela. On va pouvoir retirer le gazon. Là, on a une plaque qui s'est découpée comme un gâteau et une terre bien vivante puisque nous avons des vers de terre en dessous. Alors pour ceux qui critiquent en permanence les pelouses en disant que ce sont des espaces morts, vous avez entièrement faux. Là, on vient de le faire en direct. Le ver de terre est là. Il y en a un deuxième, vous voyez, sur une toute petite parcelle. Ça veut dire que c'est une terre qui est vivante, riche et surtout extrêmement intéressante pour la culture. Là, je suis en train de gratter la terre qui, comme je vous l'ai dit, est très très bonne. On va bien sûr donc la garder et on va simplement éliminer l'herbe ancienne que l'on ne veut pas. Et voilà. Et après, bien sûr, l'herbe, vous pouvez la composter. Ce travail a l'air de rien, mais il est très important parce qu'en même temps, on émiette complètement la terre et donc on fait une préparation tout à fait valable pour recevoir les graines par la suite. Vous enlevez bien les racines que vous pouvez retrouver de manière à ce que vous soyez sûr après que ce ne soit que le gazon que vous allez semer qui se retrouvera en place. Je peux, avec mon outil, améliorer l'ameublissement de manière à ce que cela soit parfait pour recevoir les graines de gazon. C'est un peu plus collant, donc on va apporter un peu de matière organique tout à l'heure avec les graines. Alors bien sûr, le passage du râteau est absolument indispensable pour obtenir une surface homogène et puis répartir un petit peu ce que l'on a extrait. Nous venons de préparer notre sol, mais évidemment, comme vous avez vu, nous l'avons aussi travaillé allégé, émietté. Le gazon, je vous rappelle, a besoin d'une surface relativement solide, un peu dure. Ce n'est pas la possibilité de passer un rouleau, c'est trop étroit. Nous allons utiliser le dos du râteau pour faire ce que l'on appelle en langage jardinier un plombage, et c'est tout simplement tasser la terre. Il faut simplement que la surface soit légèrement solide. L'avantage, c'est que ça écrase un peu les mottes qui restaient en surface et que l'on a du coup aussi un lit de semences, comme on appelle, qui est très très régulier. Je vous rappelle que le gazon est un mélange de différentes espèces et variétés de graminées qui ont toutes des qualités bien particulières. Et là, comme nous allons faire une bordure, nous avons choisi un gazon qui est résistant au piétinement et donc il a comme composition 40% de fétuque élevée. La fétuque élevée est très intéressante parce qu'elle résiste à la sécheresse, elle résiste au piétinement, elle est très rustique et même elle s'adapte quasiment à tous les sols. Alors il y a aussi 30% de raiegras anglais, ce qui va permettre d'avoir une levée très rapide. Et puis il y a d'autres fétuques, des fétuques rouges traçantes et demi-traçantes qui elles apportent une certaine finesse. Alors Georges, tu prépares du terreau parce qu'on va mélanger le terreau avec la semence. Dès que tu es prêt, je commence à avoir à préparer une bonne partie. Voilà, tu peux déjà en mettre là. Alors, déjà. Je vous rappelle, la dose moyenne de semis pour le gazon, c'est entre 30 et 50 grammes par mètre carré, c'est-à-dire l'équivalent de 2 poignées. On va mettre 50 grammes parce qu'encore une fois, on est en bordure et comme c'est un gazon de reprise, on va essayer qu'il soit tout de suite très dense. Une chose à préciser sur le gazon, nous avons carrément acheté le top en qualité. On le voit ici avec le label rouge. Le label rouge vous garantit à la fois le mélange idéal au niveau des proportions des différentes espèces pour l'utilisation qui est préconisée, mais également la présence des meilleures variétés puisque le gazon évolue en permanence. Il y a énormément de recherches sur le gazon et les variétés peuvent changer d'une année sur l'autre. Mais l'important, c'est de savoir que le label rouge vous garantit que là, il y a tout ce qu'il y a de meilleur. Nous avons environ 1 mètre carré à ensemencer, donc 2 grosses poignées. Les graines peuvent arriver à se séparer les unes les autres simplement par la gravité. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tout le contenu de notre sachet.
Et nous allons maintenant brasser ces graines pour déjà avoir un premier mélange. Le fait d'oublier cette petite chose de rien du tout risque, sur une grande surface de gazon par exemple, de vous faire apparaître des taches, des plaques de levée différentes, tout simplement parce que l'orée grasse ça lève en 5 à 7 jours, alors que les fétuques rouges, elles peuvent demander entre 18 et 20 jours. Je vais mettre 2 belles poignées que Georges va mélanger avec notre terreau. Il est beaucoup plus facile de répandre une grande quantité de façon homogène que quelques graines comme cela que vous risquez de mettre en paquet et après la germination n'est pas bonne. Lorsque nous avons commencé tout à l'heure le travail ici, on était en partie à l'ombre, la terre était humide, mais comme vous le voyez, le soleil s'est levé, le temps que l'on fasse notre petite préparation. Et donc toi, Georges, tu conseilles quelque chose de bien particulier. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien quand je fais un semis, bon, une terre bien tassée, c'est certain, mais je la rehumidifie toujours un tout petit peu avant de semer. Bon, c'est une petite pluie légère. Georges va répandre la semence et moi, derrière, je fais un petit plombage pour bien que les graines se retrouvent au contact du sol. On va recouvrir les graines très légèrement. Si nous avions travaillé au tout début du printemps, alors que là nous sommes début juin, ce tamisage n'aurait pas été nécessaire. Mais là, la température va vraiment augmenter et il est important que très rapidement comme ça, donc on en met très peu, mais l'ensemble de la semence soit recouverte par le terreau. Et moi je vais de nouveau faire un léger plombage. Là nous avons vraiment des conditions idéales pour la germination, à condition une nouvelle fois d'arroser, c'est ce que nous allons faire. Et ensuite je vous donnerai rendez-vous dans une dizaine de jours pour voir la levée de nos graines. Regardez la magnifique glycine qui est derrière moi. C'est une plante géante, c'est une plante grimpante extraordinairement puissante, mais savez-vous qu'il est possible de la cultiver en pot et notamment d'en faire un bonsaï? Alors je vous propose de retrouver nos deux amis bonsaïkas girondins, Fabrice et Alexis. Ils vont vous montrer comment rempoter un bonsaï de glycine pour en faire un arbre magnifique. Et c'est tout de suite dans la rubrique La magie des bonsaïs. Salut Fabrice. Bonjour Alexis. Et bonjour à tous. Bienvenue dans la magie des bonsaïs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as apporté Alexis? On a une glycine qui a une forme apparentée à une semi-cascade. On voit une base assez imposante avec un mouvement qui sort du pot et on va pouvoir faire un travail de mise en place des branches. Mais pas aujourd'hui, aujourd'hui on va le rempoter. Oui, parce que c'est pas la bonne saison pour faire cette taille. Par contre, on va pouvoir la rempoter. Elle est dans son pot depuis plus de 5 ans. Le substrat, il est assez compact. Et donc maintenant, il va falloir le changer. On va chercher un substrat aéré, drainant et rétenteur en eau. Alors, la première étape, ça va être de nettoyer le tronc. On va retirer toute la mousse. Donc je vais y aller assez doucement pour éviter d'arracher l'écorce. Pendant que Alexis fait ce travail, moi, je vais m'occuper de préparer la poterie. Je suis en train de poser ma petite grille de drainage. Alors je retire la mousse sur le tronc pour éviter que ça colonise vraiment tout le tronc. Ça va empêcher d'avoir une humidité constante sur le tronc et la prolifération de parasites sous la mousse. Je prépare 2 fils. Ces 2 fils vont me permettre de maintenir l'arbre dans le pot. On peut voir qu'il y a des trous préparés pour le fil. On glisse le fil dans le pot. Mon pot, il est prêt. Maintenant, on va pouvoir préparer le substrat et ensuite, on va dépoter l'arbre. La première étape, ça va être de retirer l'arbre du pot. Donc, on va commencer par couper le fil qui retient la motte racinaire. On va enlever le fil là, complètement, parce que ça nous gênait. Voilà. On va utiliser un couvercle de poubelle qu'on va positionner sur la tablette. Alors, ça permettra de récupérer l'ensemble du substrat. J'évite de toucher l'écorce pour éviter de l'abîmer. Je vais tenir sur la base d'une racine et sur une branche plus jeune. Voilà. Lorsque on a un arbre jeune, il vaut mieux rempoter tous les 2 à 3 ans. Et quand on a un arbre qui est plus mature, qui est un peu plus vieux,
qui a une meilleure densification, on va dire, on va chercher plutôt à le rempoter tous les 5 à 6 ans, voire peut-être même plus. Ici, on peut constater que c'est un arbre qui n'a pas été rempoté depuis très longtemps. Et les racines, elles n'ont pas pu développer de système racinaire très très fin. Elles ont fait des tubes. On va devoir les enlever parce qu'il n'y a pas de fines radicelles qui sont développées sur ces tubes. On va couper là pour redévelopper ça. Maintenant, on voit bien le système racinaire de cet arbre. On a enlevé l'ensemble de la terre. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs types de racines. On a du chevelu, des fines radicelles comme ici, un petit peu au bord et en bout. Et surtout, on a beaucoup de tubes, c'est-à-dire des racines d'ancrage. Or, ces racines, on n'en a plus besoin parce que justement, on a préparé notre poterie et on va attacher notre système racinaire avec ce fil que je viens d'installer dans le pot. Du coup, eh bien, on va enlever un maximum de ces racines d'ancrage pour développer tout ce chevelu et ainsi avoir un maximum d'énergie pour l'arbre. Les grosses racines vont permettre de faire grossir l'arbre. Par contre, le chevelu va nous permettre de ramifier la partie aérienne. Ici. On va essayer alors de repérer, oui, un point d'émission de chevelu et couper juste au-dessus. On taille à ce niveau-là. On cherche à avoir un système racinaire radial. On ne cherche pas à avoir de racines en dessous. Donc on va souvent profiter du rempotage pour enlever tout ce qui se passe sous le tronc. Je place le pot que Fabrice a préparé et on va essayer de caler l'arbre dans la meilleure position possible. Là, on va plutôt chercher à ramifier l'arbre parce que le tronc est déjà bien développé. Voilà ce que ça va donner au final. Là, il y aura la tête de l'arbre. Ici, il y aura les deux branches qui vont descendre. Cette partie arrière, elle va disparaître. On a changé l'angle d'implantation de l'arbre. Du coup, ce que je tiens, c'est le racinaire de l'arbre de ce côté, mais bien sûr, il plonge dans le pot de l'autre côté d'environ 30 degrés. On l'a incliné légèrement vers l'avant, de telle manière qu'on se retrouve avec ici une construction avec la tête et les branches qui descendent, puisqu'on est sur le style semi-cascade. À la base du substrat, c'est de la pumice avec de l'acadama et un petit peu de pouzzolane. La pumice à 50%, l'acadama 30-40% et 10% environ de pouzzolane. On a préparé vraiment la pente au niveau du substrat, ce qui fait qu'on va pouvoir positionner en fait tout le système racinaire sur cette pente. Là maintenant, voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais remettre du substrat ici. Il n'y en a pas assez. Là, on essaie de repositionner correctement l'arbre à la bonne position, à la bonne orientation et à la bonne élévation. Ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de bulle d'air sous la motte. On va pouvoir fixer avec 2 fils le système racinaire. Comme ça, l'arbre ne bougera plus, il est centré dans le pot. Je croise doucement. Et ensuite, avec la pince à jean, voilà, ici, je viens chercher mon fil. Je tire le fil et je tourne. On n'étrangle pas les racines. Par contre, on vient bien maintenir l'ensemble du système. Et l'arbre, déjà là, il est bien maintenu, il ne bouge pas. Et là, je viens, pareil, tourner. Donc, comme ceci. Et maintenant, il suffit juste de couper l'excédent de fil et on est bien. On va compléter avec le substrat. Pendant que Fabrice rajoute, j'enfonce la baguette à l'intérieur et je fais un espèce de trou dans lequel le substrat va vraiment s'enfoncer et on essaye de chasser toutes les zones d'air. Alors il faut être attentif et précautionneux, il ne faut pas le faire trop fortement pour protéger quand même les racines. Hein. Voilà. Là, notre rempotage est pratiquement terminé. Maintenant, il va y avoir la phase d'arrosage. On ne va pas utiliser de jet trop puissant pour faire évacuer le substrat hors du pot. Il faut vraiment que l'eau traverse l'ensemble de la motte. Fabrice va continuer à arroser jusqu'à ce que l'eau qui coule par les trous de drainage soit parfaitement claire. Là, c'est clair maintenant. Là, c'est clair maintenant. Avec un substrat comme ça, on part pour 5 ans de tranquillité. Au revoir à tous. Et à très bientôt dans la magie des bonsaïs. Ce n'est pas parce qu'une plante pousse spontanément dans la nature qu'elle est forcément indigène. La très jolie touffe que j'ai à côté de moi, que l'on appelle une bourrache, est une plante d'origine syrienne qui est chez nous depuis des lustres et qui est particulièrement intéressante. Et ça montre qu'il n'y a pas que des aliens à éliminer lorsque la végétation vient d'un pays étranger. Cette plante est tellement intéressante qu'elle est indispensable,
pratiquement pour les abeilles sauvages qui viennent la butiner en très grand nombre. Mais elle a aussi d'autres propriétés que je vous invite à découvrir tout de suite en allant à Molévrier au potager Colbert, rejoindre Michael Vincent qui est notre spécialiste potager pour sa rubrique Jardin Gourmand. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une plante qui a pratiquement toutes les qualités. Elle est belle, elle est bleue, elle est très florifère, elle attire les abeilles, elle peut être consommable. On peut aussi lui trouver des vertus médicinales. Elle s'appelle la bourrache et il y en a un petit peu partout. Alors, toi, tu la cultives sans la cultiver, on va dire. La bourrache, elle est installée au potager Colbert, vraiment de façon spontanée. Oui, c'est une plante annuelle, donc ça ne vit qu'un an. Mais c'est rustique. On la retrouve ici et là dans le potager Colbert avec différents stades, stade floraison, stade cotylédon, où on trouve vraiment le régal pour le chef avec cette fleur comestible. La plante est originaire de Syrie. Elle s'est très bien acclimatée, on le voit bien, hein, elle est dans différents endroits du jardin avec un comportement vigoureux et vraiment mellifère. Et voire peut-être un tantinet envahissant. Ah, il faut quelques coups de binette pour ne pas se retrouver complètement sous la bourrache. Maintenant, un tout petit peu de botanique. La plante s'appelle Borago officinalis. C'est monsieur Carl von Linné, le fameux naturaliste suédois qui lui a donné son nom en 1753. Cette plante a donné son nom à la famille des Borraginacées. C'est une famille importante parce qu'on trouve à l'intérieur des plantes tout à fait intéressantes, comme le myosotis par exemple, comme la vipérine, l'échium, comme le brunera, le myosotis du Caucase, mais aussi le mertensia que tu cultives ici. Alors, dis-nous deux mots sur le mertensia. Le mertensia, qu'on connaît bien sous le nom de plante huître, qui a vraiment ce goût iodé au niveau de la feuille. Un goût iodé qu'on va retrouver cette fois dans la fleur. Voilà, de la bourrache. Et très utilisé par le restaurant du Château Colbert avec cette partie fleurie qui est très esthétique. Un côté iodé, Patrick? C'est drôle, oui, c'est vraiment très étonnant. C'est moins puissant que le goût du mertensia qui donne vraiment l'impression de manger une huître, mais c'est peut-être plus agréable d'ailleurs. Il est important de reparler de cette pilosité parce que c'est pas une plante très caressante. Quand on la regarde, et notamment en contre-jour, c'est absolument sublime, on a l'impression de quelque chose de très doux, de très caressant, de soyeux. En réalité, c'est plutôt légèrement piquant, c'est pas très agréable et sur la feuille, c'est encore pire. Sur la feuille, on a vraiment des petits picots et c'est tout hérissé, donc faites attention quand vous jardinez, mieux vaut mettre des gants quand on travaille au niveau de la bourrache. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours content d'avoir la bourrache au jardin, hein, ce côté mellifère, un nombre d'insectes pollinisateurs toujours très apprécié au jardin potager. Après, le côté, comme on disait tout à l'heure, un peu envahissant, doit être contrôlé donc par le jardinier. Sinon, vous vous retrouvez vraiment avec votre culture complètement envahie. Et on voit un petit peu la force de son feuillage qui vient étouffer toutes ces plantes au-dessous. Et alors en fin de saison, qu'est-ce qui va se passer? Donc au fil de la saison, hein, on voit déjà ces plantes très fleuries actuellement. On a une attaque quand même d'oïdium, donc des petites taches blanches qui viennent sur le feuillage. À ce moment-là, il est conseillé quand même d'ôter ces parties pour éviter de transmettre cette maladie. On enlève simplement ce qui est abîmé, mais en toute fin de saison, après tu vas en arracher certaines? Oui, j'en arrache certaines que je viens remettre en paillage pour recouvrir et qui vont disséminer leurs graines à ce moment-là et être ressemées pour l'année suivante. Donc vous voyez une plante absolument sans problème, mais pas tout à fait, parce qu'il a été démontré que les feuilles contiennent notamment un alcaloïde, je dirais même plusieurs, qui ont un effet assez négatif sur le foie. Il semblerait qu'elle soit capable de provoquer des tumeurs ou de favoriser l'apparition des tumeurs sur le foie, donc on peut en consommer, mais de façon extrêmement modérée. On voit dans certaines publications que l'on peut consommer les jeunes feuilles. Est-ce que tu fais ça? On ne l'utilise pas. Peut-être les toutes petites quand elles naissent? Le chef recherche vraiment ce côté décoratif de la fleur et comestible. C'est la couleur et le découpage de la fleur qui est recherché. Donc là, on aperçoit cette pilosité, ces petits poils qui sont sur le pédoncule, qui sont comestibles mais plutôt désagréables au niveau de la langue. Donc le chef va plutôt éliminer cette petite partie pour garder uniquement la partie fleurie, comme ceci.
La bourrache est réputée aussi pour des propriétés médicinales qui ne sont pas forcément avérées et qui seraient sudorifiques. Ça veut dire donc que ça vous aide à transpirer, notamment quand on a la fièvre par exemple, ça peut être valable. Toutefois, on dit qu'il ne faut pas consommer plus de 2 ou 3 tasses d'infusion de cette bourrache, tout simplement pour éviter justement les problèmes hépatiques. Mon cher Michael, quelques mots maintenant encore sur cette bourrache et notamment sur la particularité de sa floraison. Tu nous dis que la fleur dure une seule journée. Environ une seule journée, par contre qui est renouvelée. Dès le lendemain, on a une nouvelle fleur qui apparaît à l'extrémité de cette hampe florale. Alors en fait, quand on voit une grande hampe florale comme cela, par exemple, ça a commencé en bas. Voilà, c'est ça. Et on a l'impression que c'est la dernière fleur, et non pas du tout. Il y a encore vraiment ce bouquet de boutons qui va arriver ces jours. Donc là, il y a encore une bonne semaine de floraison sur cette hampe florale. Lorsque la plante est attaquée par l'oïdium, à ce moment-là, la végétation régresse et elle ne fleurit plus. Voilà, il est conseillé de ôter à ce moment-là. Donc ce blanc dufteux qui vient se poser sur les feuilles, il est conseillé de l'enlever à ce moment-là. On peut également faire un petit traitement au soufre parce que c'est tout simplement autorisé en agriculture biologique. Oui, tu nous montrais les graines. Découper une hampe florale, voilà comme ça. Et là, si on regarde à la base, donc la première fleur, comme ça, on aperçoit déjà un petit amas de graines regroupées par 3. Là, le stade est encore jeune puisque cette graine est verte. Il faut vraiment arriver à dessécation couleur gris-marron pour pouvoir la récupérer et la stocker. Donc ce qui est tout à fait étonnant, c'est de se rendre compte que chaque fleur produit donc entre 2 et 3 graines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bon, au moins 20, 22. Multiplié par 2, ça fait 44. Multiplié par le nombre de hampes florales, on comprend un peu pourquoi la plante pousse un petit peu partout et généreusement. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas dit au niveau du sol, ici, tu as quel type de terre? On est sur un sol plutôt sableux, très filtrant. Elle se plaît à merveille au potager Colbert. On peut observer un système racinaire pivotant qui peut être parfois très utile sur des sols plutôt compacts, où là va avoir un rôle comme un engrais vert, la facélie. Donc la plante passe partout par excellence, un peu d'arrosage pendant l'été? Pas forcément. Si on a suffisamment d'eau, on va avoir un système foliaire qui va être plus important, mais sinon elle ira quand même à floraison. Parce qu'elle a des racines profondes et que de toute façon c'est pratiquement la plante increvable, donc la plante du débutant, la plante pour tous les jardins et la plante qui vous fait plaisir à tous les niveaux. On voit cette belle racine pivotante qui vient en fait fissurer dans le sol les différentes couches. On est quasiment équivalent en profondeur par rapport à la hauteur du feuillage, ce qui signifie que sur des plantes qui arrivent à 50-60 cm de haut, notre racine vient bien descendre à ces profondeurs. Ça fait un ameublissement naturel et comme la plante est annuelle, il n'y a pas de risque vraiment qu'elle s'installe définitivement, par exemple comme le ferait un liseron ou un chardon. Et là, on est beaucoup plus tranquille. C'est vraiment une plante à avoir dans son jardin. Et une plante, si vous êtes un grand coquin, que vous pourrez peut-être utiliser comme on le faisait au Moyen-Âge, parce qu'on croyait qu'elle avait des vertus aphrodisiaques, et pour conquérir sa belle, l'homme portait à la boutonnière un beau bouquet de bourrache. Ça voulait dire qu'il était tout simplement en conquête. Avec la bourrache, semer, planter, jardiner, récolter et déguster. On sait tous aujourd'hui qu'un jardin, ça fait du bien. La présence des végétaux apaise, décontracte et l'environnement de beauté que nous proposent les arbustes et les fleurs nous relaxe et nous permet d'avoir des moments très agréables. Alors dans la perspective d'un week-end ou de période de vacances, pourquoi ne pas aller dans des hôtels qui ont fait l'effort de développer un jardin? Eh bien, News Jardin TV vous propose de découvrir dans les provinces de France, des endroits magnifiques, des endroits merveilleux, des endroits de calme avec des jardins. Et nous irons pour cette première fois dans les Alpes de Haute-Provence, exactement à Forcalquier, pour visiter la Bastide Saint-Georges. Et c'est tout de suite dans notre rubrique Jardin à découvrir. Georges, bonjour. Bonjour Patrick. Donc vous êtes propriétaire de la Bastide Saint-Georges ici à Forcalquier avec votre femme Virginia. Et vous avez fait autour de cette Bastide, qui est un hôtel bien sûr,
un magnifique jardin. Alors, c'est la passion du jardin qui vous a conduit à ça? Écoutez, c'est une passion qui m'est venue un peu naturellement et un peu par la force des choses, parce que quand nous avons créé cet hôtel, nous avons acheté un champ sans arbres. Donc vous voyez aujourd'hui que c'est complètement différent. C'était il y a une petite vingtaine d'années. Étant donné la place que nous avions, on s'est dit on va privilégier les espaces verts et en faire profiter au plus nos clients. Et aujourd'hui, dans votre métier, est-ce que ça compte dans le choix de vos clients? Oui, je pense que moi-même je me fais la réflexion, nous vivons toute l'année ici, donc on est, je dirais, privilégiés. Mais je me suis mis à la place des clients qui habitent dans les grandes villes. Ces personnes n'ont pas envie de se retrouver enfermées au 2e étage avec un balcon ou autre, et on s'est dit il faut privilégier l'espace vert, les petits jardins où on peut vraiment profiter de la Provence, de sa nature généreuse. Et en même temps, votre jardin fait une sorte de lien avec l'environnement, puisque on s'ouvre complètement sur la campagne provençale. Ah oui, effectivement, les gens adorent quand ils sont sur la terrasse, cette ouverture, cette luminosité qu'on a aussi à Forcalquier, puisqu'on n'est pas très loin de l'Observatoire de Haute-Provence. Quand on parle Provence, on imagine toujours la chaleur. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on est fin juin, il fait extrêmement chaud, mais quand même, vous êtes un peu en altitude, donc en hiver, il fait un peu frais. Et vous avez dû choisir des plantes qui étaient adaptées. Ça n'a pas toujours été facile, hein, mais on a dû trouver des plantes qui s'adaptent, parce qu'on a de grosses amplitudes thermiques ici. On peut avoir des hivers très froids. On a vu jusqu'à moins 14 degrés, donc il faut des plantes qui résistent. Les oliviers résistent, mais certaines variétés. Donc on a perdu des variétés au départ parce qu'elles n'étaient pas forcément adaptées au climat, même si elles nous plaisaient. C'est pour ça qu'ici on voit à la fois des végétaux qu'on va trouver pratiquement dans toutes les régions. Là, on a des saules-pleureurs, on a des marronniers, on a des photinia. Et donc les oliviers. En revanche, il n'y a pas de bougainvilliers, il n'y a pas de laurier rose, il n'y a pas de toutes ces plantes qui sont vraiment frileuses. Oui, tout à fait. On a essayé et malheureusement, elles ne sont plus là pour en témoigner. Georges, je suis totalement admiratif de votre pelouse parce que c'est une culture délicate. On n'est pas dans la région idéale pour avoir un gazon comme ça. Alors quel est votre secret? Le secret, c'est déjà au départ une bonne préparation de sol, mais ensuite l'arrosage de manière assez intense. On a de 30 à 35 degrés très souvent. Donc quotidiennement, nous arrosons notre pelouse. Et ça se passe le soir, à la fraîche? Effectivement, de 21h à 5h du matin. Pour préserver justement l'humidité des sols en pleine journée. Alors il y a tout un système bien sûr d'arrosage automatique enterré avec des sprinklers qui se lèvent, qui arrosent la pelouse, et on va dire oui mais alors il va gâcher beaucoup d'eau, etc. Vous bénéficiez en fait d'une réserve pratiquement. Effectivement, nous avons la chance d'être entourés dans les Alpes d'Haute-Provence de montagnes qui récupèrent beaucoup de la fonte des neiges, et naturellement nous avons quand même pas mal de précipitations dues au relief. Et nous avons une région qui ne manque absolument pas d'eau. Votre femme Virginia, elle me disait qu'au début, lorsque le semis a été fait, vous étiez tous les jours à arracher manuellement les herbes indésirables. Beaucoup de mauvaises herbes. Je passais mes soirées à arracher ces mauvaises herbes pour avoir une pelouse le mieux possible pour nos clients. On voit maintenant qu'on a un tapis vert très uniforme. Est-ce qu'il y a d'autres entretiens que vous faites? Oui, régulièrement, il faut des traitements avec des engrais. Vous faites de la scarification. Scarification, effectivement. Voilà. La scarification, ça sert à retirer ce qu'on appelle le chaume. Parce que sur la touffe de gazon, vous avez systématiquement les brins de la base qui jaunissent, et puis le scarificateur, lui, va les extirper, et ça redonne la verdeur à la pelouse. Tout à fait, ça la régénère et c'est important. Et au niveau fertilisation? Un engrais de gazon, tout simplement, de temps en temps, mais pas plus que ça. Et vous tondez en ramassant, en revanche? Alors non, nous ne tondons pas en ramassant, nous faisons du mulching. On a une pelouse parfaite, et les brins d'herbe qui ont été coupés sont revenus à l'intérieur même de la pelouse, et on voit strictement rien. Georges, nous sommes dans le pays de l'olivier, et vous avez des oliviers en grand nombre dans le jardin qui sont taillés. Ce n'est pas la forme naturelle de l'olivier, mais vous avez une très bonne raison pour les avoir taillés comme cela. Effectivement, nous voulions donner une forme un peu architecturale de ce jardin, avec une certaine modernité, je dirais. Et puis nous voulions mettre en valeur également cet arbre majestueux, ces troncs centenaires, d'où l'idée de les tailler en couronne. Au départ, il n'y avait donc pas de plantation, donc quand ils sont arrivés au jardin, ils avaient déjà un certain âge. Oui, ce sont des oliviers qui ont entre 250 et 350 ans. Nous avons dû, à l'arrachage, les tailler fortement et leur redonner la forme qu'ils ont aujourd'hui. Chaque année, nous les retaillons, nous enlevons les bois morts pour leur redonner cette forme de couronne. Et ça, c'est au printemps? Au mois de mars. On voit que ce sont quand même des plantes qui sont très poussantes, donc même sur les très vieux rameaux, il va y avoir des jeunes pousses qui vont se développer. Tout à fait. Donc comme vous voulez conserver toute cette forme magnifique,
on va couper tout le temps. Pendant la saison, on recoupe encore parce que l'olivier pousse très fortement. On a sur la pelouse elle-même de très très beaux oliviers. Or, on a tendance à dire que c'est incompatible dans la mesure où la pelouse, on l'arrose tout le temps et que l'olivier, lui, il aime plutôt les terrains secs. Alors, quel est le secret? On a fait attention à mettre une terre différente avec des gros trous et puis du gravier au fond pour drainer. Il faut du caillou pour l'olivier. Alors, un petit conseil, si vous n'êtes pas dans la région à olivier, que vous voulez quand même un olivier sur une pelouse, eh bien, on fait des buttes, tout simplement, des buttes avec un terrain caillouteux, de façon à ce que ça soit drainant. Parce que pour faire mourir un olivier, rien de tel qu'il ait les pieds dans l'eau. Georges, nous voilà dans une partie beaucoup plus structurée. On s'est rapproché des chambres qui restent discrètes parce qu'elles sont protégées par des haies de photinia. Cet aspect de double couleur, rouge et vert, que peu de monde connaissait quand nous l'avons planté. C'est très agréable avec ces floraisons au printemps blanches qui donnent cet éclat au jardin. C'est l'idée de la Provence, la tonnelle, la terrasse, l'ombrage et un peu de fraîcheur. On a ces photinia bien structuré, et puis à côté, bien sûr, vous avez eu l'idée de rester dans l'idée un peu à la française, avec une bordure de buis, et puis devant nous, on a des ligustrum de l'Avaianum. Moi, je voulais créer une ambiance un peu de jardin à la française, étant donné que nous avons des allées un petit peu partout, je voulais ponctuer à chaque passage et donner un peu de hauteur aussi au jardin, avec ce buis qui longe nos allées. C'est vrai que ligustrum de l'Avaianum est certainement la plante la plus facile à sculpter en boule. Elle pousse quand même relativement vite, donc vous la taillez combien de fois par an? Oh, très régulièrement. Dès qu'on commence à avoir des pousses, vous voyez, là, on est déjà à la limite, il va falloir les retailler dans quelques jours. Ne croyez surtout pas que les jardins de la Bastide Saint-Georges sont uniquement plantés avec des végétaux à feuillage. Il y a aussi beaucoup de fleurs, et notamment derrière nous, on a une association magnifique de lavande. C'est le pays de lavande et de rosier. C'était évidemment une volonté. Une évidence, je dirais. Effectivement, on ne pouvait pas passer à côté de la lavande et la mélanger avec ce rosier blanc pour faire ce contraste de couleurs intenses comme ça. Voilà, c'est tonique et c'est le rosier Iceberg qui s'appelle à l'origine Fée des Neiges. Création de Cordès en 1958. C'est le meilleur rosier blanc pour les pays chauds. Effectivement, on a privilégié ce rosier parce qu'il fleurit du mois de mai jusqu'au mois d'octobre avec une intense floraison qui est remarquable. Et avec surtout une couleur qui ne passe pas au soleil, et ça c'est extrêmement rare sur les rosiers blancs. Alors, je parlais des fleurs que l'on voit maintenant, mais vous êtes en pleine plantation, le jardin va s'étoffer avec des nouvelles plantes. Effectivement, on a privilégié de nouvelles plantes qu'on n'avait pas l'habitude de planter jusqu'à présent, qui est l'agapanthe, bleue et blanche, des escalonias aussi, et puis nous avons tenté la lavande anglaise, bien qu'on sait qu'elle est plus fragile au froid, avec une floraison plus longue. Si vous venez en Haute-Provence, donc nous sommes à Fort-Calquier, c'est tout près de Manosque, c'est pas loin de Digne-les-Bains, c'est vraiment dans le pays de Valençol où il y a les meilleures lavandes, eh bien n'hésitez pas, une halte à la fois reposante, magnifique au niveau du paysage et du jardin comme on vient de vous montrer, mais aussi pour vous faire un petit plaisir gourmand, ça s'appelle la Bastide de Saint-Georges. Eh bien, nous voici de retour dans notre petit jardin qui a quand même déjà bien souffert des premiers assauts de l'hiver. Il se déplume un petit peu partout. Là, vous avez devant nous la collection de bonsaï de Madame Mulan, ma petite jardinière. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez pu profiter de tous nos reportages. Je vous rappelle que chaque semaine, nous mettons aussi en ligne une nouvelle émission qui s'appelle Bienvenue au jardin, c'est un podcast, mais il est très illustré. Alors nous avons l'occasion de partager en permanence notre passion, c'est sur News Jardin TV, bien sûr.